La semaine du monde commence donc ce matin avec un invité exceptionnel, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Monsieur Gilbert Kankonde. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kankonde, avec vous, nous allons faire le point sur la situation en République démocratique du Congo, un an et demi après l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Et particulièrement, on va faire le point sur ce qu'il se passe dans l'est du pays, où les violences persistent malheureusement depuis plusieurs années. Pour mener cette interview ce matin avec moi, Benoît Feit de la rédaction internationale de la RTBF. Bonjour Benoît. Bonjour Thomas. Et fin observateur évidemment des questions liées à la RDC. Alors Monsieur Kankonde, on le sait, lors de l'arrivée de Monsieur Tshisekedi au pouvoir, les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la Belgique étaient glaciales, on peut le dire. Et après après des années de tensions avec le gouvernement Kabila. Aujourd'hui, comment se portent ces relations entre nos deux pays ? Aujourd'hui, ce sont de très très bonnes relations. D'abord, le président de la République a eu à l'exprimer de manière très très claire et il y est allé même de manière très forte en disant que la Belgique constituait son deuxième chez lui. Je crois qu'il le marque chaque fois. Il y a à peine une semaine, il était encore ici et il a des relations, que ce soit au niveau personnel ou au niveau institutionnel. Nous sommes à un haut niveau de très bonnes relations. Monsieur le ministre, il y a un an, le président Tshisekedi était à Bukavu, à l'est de la RDC, en visite, et il a fait une déclaration forte à ce moment-là. En début de mandat, il a déclaré qu'il était prêt à mourir pour la paix et la stabilité du pays. Un an plus tard, malheureusement, les exactions continuent à l'est dans plusieurs provinces, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Encore cette semaine, on a appris la mort de plusieurs civils. Qu'est-ce qui a réellement été fait en un an pour apporter la paix et la stabilité à l'est du pays ? Beaucoup a été fait dans l'Est de la République. Et au-delà de la déclaration que le président de la République avait faite, il a engagé des moyens très importants. Lorsqu'il faisait cette déclaration en début de mandat, il y avait des affrontements. C'était un terrain pratiquement conquis de la rébellion ADF-MTM qui nous vient de l'Ouganda. Et qui est présent sur le territoire depuis des décennies maintenant. Qui était sur le territoire depuis des décennies. Des opérations militaires avaient été lancées. Et tous les camps de ces mouvements ont été démantelés. Ils s'étaient installés. Ils avaient des camps de formation. Ils avaient des états-majors. Ils vivaient avec leurs dépendants, femmes et enfants. Et tout cela, aujourd'hui, c'est de l'histoire. Il y a pourtant encore eu des exactions commises par les ADF cette semaine-ci. C'est ce que j'ai expliqué. Maintenant, ce sont des actions commando. Ils viennent en petits groupes. C'est des gens qui ont vécu dans ces milieux, qui se sont fondus dans nos villages et qui savent exactement, ils ont la maîtrise, ils ont des petits sentiers. Et quand ils frappent, ils frappent des cibles isolées. Des cibles isolées civiles qui sont nombreuses quand même. Alors comment apporter la stabilité et la paix à ces populations civiles qui, comme vous dites, continuent malgré tout à souffrir de la présence de ces groupes armés aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, je dois vous dire qu'il y a toutes les opérations de nettoyage qui se poursuivent. Et c'est comme ça qu'on lance des appels à toute la population. La sécurité est une affaire de tous. Ceux qui ont des indices, ceux qui savent où il y a des niches de ces gens, nous les invitons à collaborer avec les forces armées, avec tous nos services. Ça, c'est de un. De deux, il y a encore des esprits mal tournés, même parmi les politiciens, même des politiciens qui se disent responsables, qui pensent que en entretenant des petites poches de déstabilisation, ils vont réussir à démontrer que le mandat de M. Tshisekedi ne réussit pas et que M. Tshisekedi n'apportera pas la paix chez nous et ils peuvent en ce moment-là se ménager des zones d'influence qui pourraient éventuellement qu'ils pourraient exploiter lors de prochaines séances ou autres. Et à ces jeux-là, nous déployons tous nos services, les enquêtes sont menées minutieusement et quelle que soit la position occupée par X ou Y, la paix n'a pas de prix et ces prix-là, nous allons les rechercher
Et ces personnalités-là seront poursuivies par nos différents services. On entend bien votre volonté d'arriver à bout de ces groupes armés, mais malgré tout, ils sont toujours présents. Vous nous le dites vous-même, ils circulent encore, des morts et des morts, on en compte chaque semaine. Aujourd'hui, on dirait que cette zone du pays n'est pas pacifiable. Qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo pour pacifier réellement cette région? Ben, là, ça dépend maintenant de l'évaluation de chacun. Nous sommes partis des affrontements armés où les positions de notre armée, de nos forces de sécurité étaient attaquées. Et aujourd'hui, je vous dis, ça s'est réduit. C'est peut-être le phénomène aussi de grand banditisme parce qu'il y a en même temps les phénomènes de prise d'otages avec des réclamations de rançons. Donc, ça s'est mué et sérieusement mué. Ça veut dire que en ces tant que exactions vont encore responsable se de la poursuivre, Monsieur le sécurité, ministre? je ne peux pas me satisfaire de cette situation-là. C'est pour cela que je relève. J'ai dit, nous sommes partis des affrontements réguliers et même d'occupation de positions à des manifestations qui s'apparentent éventuellement, comme je l'ai dit, aussi à des phénomènes de grand banditisme. On sait qu'un des moyens de venir à bout de ces groupes armés, c'est notamment ce programme DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement. Où en est-on exactement dans ce programme aujourd'hui? Combien de miliciens ont réellement déjà été désarmés? Eh bien, là aussi, si je vous dis que nous avons fait beaucoup d'efforts, les derniers étant une mission des anciens chefs de guerre qui avaient été, qui étaient détenus jusque-là, qui purgeaient des peines de prison et qui ont été amnistiés, à qui le président de la République a confié une mission de pacification, principalement dans la province de l'Ituri. Cette équipe, avec des noms que vous connaissez sûrement, les Germain, Germain son nom c'est encore Katanga, c'est Katanga ou Kadanga, je ne sais pas, avec les Badou, enfin ils sont nombreux qui sont allés dans leur province d'origine, qui ont lancé des appels à leurs compagnons d'armes d'hier, regroupés dans des mouvements tels que la Codeco, on en parle, et dans la FRPI, avec lesquels nous avions signé des accords de paix. Eh bien, ils sont sortis par milliers. Par milliers? Par milliers. On est sûr de ça, ces chiffres-là? C'est chiffré. Vous pouvez aller vous-même dans l'Ituri, aux environs de la ville de Beni, à Gueti, où c'était le camp principal du FRPI. Ce que je vous dis là, c'est une réalité, et une réalité qui nous a même dépassés. Parce que quelle est la difficulté que nous avions maintenant? Ils sont sortis pour se livrer. Il fallait les prendre en charge. Il fallait des camps de précantonnement. Et ces camps de précantonnement sont remplis. Et ce qui fait que même la prise en charge fait problème. Il y a encore quelques semaines, ils sont sortis de ces camps parce que rassemblés, regroupés avec leur matériel, il fallait pourvoir à la logistique, les nourrir. Et au bout de quelques semaines, ils sont sortis parce que les approvisionnements n'avaient pas suivi et ils ont marché d'ailleurs jusque dans la ville de Bunia. Ça fait blébise, si je peux ainsi m'exprimer en termes modernes. Mais encore une fois, par les discours, on a dû les ramener, on a dû trouver des solutions pour que rien que sur les plans nourriture et autres, ils soient encadrés. Si je résume vos propos, vous nous dites aujourd'hui le programme DDRR fonctionne. Parce que le programme DDR, c'est quelque chose de structuré, avec plusieurs étapes. Première étape, c'est le rassembler dans des cas de précantonnement. Et là, on les désarme, et après le désarmement, ils partent sur un camp de cantonnement. Et c'est dans ces cas de cantonnement qu'on les dispatche, n'est-ce pas, on sélectionne, et là... Et là, vous pouvez nous donner les chiffres, combien de personnes ont déjà Je vous dis que c'est une opération qui est encore en cours. Cette mission de pacification continue son travail. Il travaille avec des structures de l'État. Il travaille avec justement le programme DDR qui relève du ministère de la Défense nationale. Il travaille avec le programme de stabilisation de STAREC qui est un partenariat entre le gouvernement de la République représenté par le ministère du Plan et toutes les organisations internationales, la principale pour l'instant étant la MONUSCO.
Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, les autorités congolaises sont en possession de ce qu'on appelle le rapport Mapping. C'est un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dévoilé il y a 10 ans déjà. Ce rapport énumère les crimes les plus graves commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. 10 ans plus tard, après le fait que ce rapport ait été dévoilé, aucun de ces crimes n'a encore été jugé. Pire, si on en croit monsieur le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, certains des protagonistes de ces crimes seraient même dans les plus hautes sphères de l'État. Alors pourquoi, tout d'abord, personne n'a encore été jugé, monsieur Kankonde? Monsieur, vous le dites bien, ce rapport a été révélé en 2003. Nous sommes en 2020. Et de le dire même du docteur Mukwege, il reconnaît que dans le cadre de ce rapport-là, en 2014 déjà, une loi d'amnistie avait été votée par le Parlement de l'époque. Et la situation a évolué. Et qu'aujourd'hui, on remette la question sur la table. Qu'on demande à Félix Tshisekedi, qui a été investi au pouvoir il y a une année, et maintenant, nous sommes en train d'aller sur la deuxième année. Et moi-même, je suis dans un gouvernement, le premier que lui-même qui a été mis en place. Et nous venons à peine d'avoir une année en tant que gouvernement de cette législature de M. Tshisekedi. Qu'on nous dise, bon voilà, le rapport qui a été publié depuis 2003 n'a pas été appliqué et c'est vous qui devez porter la responsabilité de cette application. J'ai dit à toutes les bonnes volontés qui sont là que le président Tshisekedi, tout comme moi-même, nous sommes sortis d'un parti politique qui depuis plus de, ça va aller peut-être vers 40 ans maintenant, n'avions jamais été d'accord sur la manière dont ce pays a été géré. Nous nous sommes attaqués à toutes ces, comment dirais-je, ces événements horribles qui ont frappé notre pays. Nous étions dans les rues, en même temps que le docteur Mukwege, qui nous a d'ailleurs rejoints dans ce mouvement, je dois le dire, avec tous les responsables de la société civile. Et tout le monde sait que l'appareil judiciaire dans ce pays était à zéro. Tout le monde a déploré l'impunité. Tout le monde a déploré, comment dirais-je, tous les laisser-faire. Parce que les hauts responsables de l'armée ou des politiciens ont été impliqués dans ces crimes. Mais ne faut-il pas agir aujourd'hui, justement? Mais nous agissons aujourd'hui. Au niveau de la justice? Mais on vient de revoir dans l'appareil de la justice. Des réformes sont en cours, des nominations ont été opérées. Et comment tout ce qui a été fait dernièrement par le président Tshisekedi, comment ça a été accueilli par l'ensemble de notre peuple? Vous aviez même suivi des manifestations publiques, notamment par rapport à des projets de loi qui voulaient rattacher nécessairement l'appareil judiciaire, notamment les parquets, à l'administration de la justice représentée par les politiques, par le ministère de la Justice. Le peuple est de nouveau allé dans la rue en démontrant clairement que le président Tshisekedi est dans la bonne voie. La justice doit être indépendante et doit sévir. Et nous sommes justement là. Et nous avons démontré qu'on sait sévir, la justice sait sévir, parce que c'est pour la première fois dans notre histoire que de hauts responsables ont été déférés devant la justice et que la justice a été dite de manière indépendante. Sur le terrain, à l'Est, il y a aussi des hommes de troupes des FARDC, des Forces armées de la République démocratique du Congo, qui se sont rendus coupables d'exactions à l'encontre de civils. C'est répertorié dans plusieurs rapports, des rapports de l'ONU notamment. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une volonté des autorités congolaises de traduire ces éléments des Forces armées en justice? Évidemment. D'ailleurs, vous l'avez appris, qu'il y a eu des mouvements, des déplacements des responsables militaires, pas seulement au niveau de l'état-major général, mais au niveau des zones de défense comme c'est Ils organisé ont été mutés ailleurs, ils n'ont pas été traduits en justice. Ils ont été permutés ailleurs. Et ceux qui se sont rendus coupables des crimes, je vous assure que la justice les rattrapera. Je peux aussi ajouter un fait, qu'au moment où le président Tshisekedi a été investi, il a proclamé sa volonté d'abord de ne pas regarder dans les rétroviseurs pour aller creuser dans les caniveaux. Mais il s'est engagé
qu'à partir du moment où lui a pris les affaires en main, tout crime, tout acte délictuel, quel qu'il soit, devra être poursuivi. Pourtant, Et de là, on ne peut pas me dire qu'il y a des crimes qui se sont commis sous son mandat et qui sont demeurés non documentés, non enquêtés et non déférés devant la justice. Pourtant, le président Tshisekedi a nommé comme inspecteur général des FARDC le général Amissi Kumba, dont les responsabilités dans des exactions à l'Est ont été soulignées notamment par Human Rights Watch, par les États-Unis, par l'Union européenne notamment. C'est un choix qui laisse un petit peu ce goût d'impunité auprès du Nous ne peuple sommes pas congolais. dans un choix qui laisse le goût d'impunité. Je vous ai dit encore une fois qu'il s'était engagé devant et l'opinion nationale et internationale qu'il n'ira peut-être pas creuser dans les caniveaux. Et Mais qu'à pourquoi partir donc du moment où il est là, on avance et tout ce qui va se commettre pendant que lui est aux affaires, il va s'assumer. Ça, Mais c'est un. ça l'impunité, De deux. monsieur le ministre, c'est ne Ce pas n'est revenir pas sur le ça. passé. Je continue. Nous ne sommes pas dans une révolution. Nous sommes dans un régime qui a pris le pouvoir par au-dessus, par des mécanismes démocratiques. Et nous dirigeons ce pays-là dans une coalition avec les partenaires qui, eux, hier, ont eu la responsabilité de la gestion du pays et qui peuvent être interpellés comme étant les premiers responsables de leurs actes. Et nous disons ceci, nous ne sommes pas là à la chasse à la sorcière. Nous avançons et que ceux qui, de manière notoire et autre, ont commis ce genre d'actes, dans un premier temps, le principe était que nous ne les alignions pas dans la gestion des affaires avec nous. Dans un premier temps, ça veut dire que dans un deuxième temps, on pourra traduire ces gens en justice quand même. Ça, c'est évident. S'ils continuent nous allons sévir ça. Mais les actes qui datent d'avant l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi sont considérés comme quoi on va les effacer alors Je n'ai pas dit qu'on allait les effacer. On ne va pas les poursuivre en tout cas, c'est ça que vous nous dites. On ne va pas fouiller dans le caniveau, c'est l'expression que vous avez utilisée. Chaque chose à son temps. C'est une question de timing, donc ça viendra. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit simplement que le monde ne se construit pas en une journée. Vous ne pouvez pas aller creuser tout ce qui s'est passé comme crime dans le pays en venant nous le mettre sur la table en disant « nettoyez-nous toute cette saleté et en une journée que le pays soit propre ». Mais si vous avez les noms... Parce que oui, comment? Si vous avez les noms de personnes qui sont responsables des actions parce commises avant, vous êtes en train de me citer des noms, vous les avez. Alors, il fallait attendre de 2003 pour attendre 2020 et venir nous demander « Allez, messieurs, qu'est-ce que vous faites ?» Si je vous comprends bien, monsieur le ministre, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'il est impossible pour les autorités congolaises en place de poursuivre des gens pour des crimes qui ont été commis avant l'arrivée au pouvoir de cette nouvelle autorité? J'ai dit que nous sommes dans un processus progressif. OK? Et dans ce processus, nous sommes ensemble. Nous sommes dans une coalition. Cette coalition qui hier ne regardait, donc dont certains partenaires ne regardaient même pas l'existence de cela. Et c'était un comportement normal. Et si aujourd'hui, nous avons un choix à faire pour pouvoir jeter les bases d'une société réellement démocratique et où la justice se dit comme dans tout pays normal, eh bien, admettez que nous puissions mettre cette construction en place. Et c'est à cela que nous sommes en train de nous atteler. Monsieur le ministre, en guise de conclusion, que faut-il pour la République démocratique du Congo à court terme pour aller mieux, pour vaincre ces démons? Que peuvent faire vos partenaires internationaux? Et surtout, qu'est-ce que votre gouvernement pourrait faire de mieux pour sa population, encore une fois, à court terme? Eh bien, à court terme, bien sûr, tout est question de priorité. Je pourrais vous dire, presque tout est priorité chez nous. Le gouvernement auquel j'appartiens s'est présenté devant l'Assemblée nationale avec un programme de gouvernement. Un programme qui était très volontariste.
Et nous voulions d'abord canaliser tout ce que nous pouvons avoir sous la main comme moyen de l'État. Et là encore, tout est à construire. L'écoulage des recettes, tout est à mettre en place. Nous y travaillons certes. Nous y travaillons dans un environnement très très difficile, avec la pandémie Covid qui a frappé tout le monde, et tous les programmes sont à revoir. Et puisque tous les programmes sont à revoir, parce que même la mobilisation de moyens internes tels que nous avions pensé le faire est complètement perturbée, et nous arrivons à peine à atteindre 50% des moyens que nous avions prévus au départ, eh bien, nous allons continuer à demander à nos partenaires, à ceux qui veulent nous soutenir pour que nous mettions toute cette machine administrative en place, eh bien, de nous aider à cela. Nous saluons déjà que nous sommes parvenus à avoir de nouveau un programme avec les organisations internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ce qui n'était plus le cas depuis déjà plusieurs années. Nous comptons aussi sur le soutien de la Banque africaine de développement qui, de manière sectorielle, appuie. Eh bien, nous pensons que ces demandes-là, nous adressons aussi à nos partenaires bilatéraux. Vous avez besoin de plus d'aide encore aujourd'hui? Encore de plus d'aide. Sur le plan, par exemple, de la sécurité chez moi. J'ai besoin de formation, j'ai besoin de formation des policiers, j'ai besoin de formation de tous les services spécialisés, j'ai besoin de la logistique. À commencer par même une moto, une Jeep, tous ces besoins-là, ils sont permanents pour faire face à l'insécurité à l'Est. Mais encore faut-il qu'ils soient bien distribués et que ces aides-là soient bien distribuées et soient bien... Mais c'est ce que nous essayons de faire. Je ne sais pas si on peut vous dire que depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, depuis que notre gouvernement est en place, on a eu à se plaindre de la dilapidation ou de détournement des moyens qui auraient été mis à la disposition dans le cadre de la coopération. Merci beaucoup, Monsieur Kankonde, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre de la République démocratique du Congo. Merci.